Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur cet atelier, le second de la matinée sur la disparition du cookie tiers organisé par le CPA. Vous avez dû passer énormément de temps et d'énergie sur le premier sujet qui est vraiment primordial, qui est la partie techno, comment effectivement utiliser sa data et favoriser, exploiter sa data. L'idée sur ce second atelier est de plutôt se concentrer sur l'activation de la data. Une fois qu'on a pu capter en fait cette data, comment on peut l'activer facilement et efficacement. Pour ce faire, nous avons quelques experts avec nous. Edmond, je vais te laisser te présenter. Oui, merci. Donc Edmond Chiesa, directrice commerciale Squadata. Squadata a été créée en 2009. C'est une société de data marketing, une équipe en fait experte en reconnaissance visiteur, reconnaissance client. On utilise des use cases comme le retargeting par email ou SMS. Et on utilise 57 millions d'opt-in partenaires pour pouvoir le faire. Et on reconnaît en gros, dit-on, un internaute sur 3 en France, ce qui donne une belle force de frappe. Et on intervient en France, en Italie, en Espagne et en Belgique. Merci Edmond. Gabriel. Bonjour à tous, donc Gabriel Desvallières, je suis directeur programmatique de Verizon Media France. Donc Verizon Media, c'est un acteur global de l'écosystème AdTech. Donc on est présent du DSP au SSP et en passant par les publishers, parce que nous sommes nous-mêmes publishers, notamment avec les sites yahoo.com. Et on est également régie globale de Microsoft. Voilà, principalement pour moi. Et puis nous avons le plaisir d'avoir un annonceur avec nous en la présence de Mathieu. Oui, donc Mathieu de Bondu, bonjour à tous. Donc je suis traffic manager chez Damar, donc responsable de l'acquisition. Donc vous avez sans doute entendu parler de Damar, donc c'est la vente de prêt-à-porter pour les 55 ans et plus. Et puis le thermolactyle, qui est connu de tout le monde, qui là s'adresse à toute la famille, puisqu'avec Damar, voilà. Et en ce moment, c'est un produit qui est particulièrement utile dans certaines régions. Donc, nous sommes ravis de ta présence. Et moi-même, donc, Alban Pelletier, je suis le cofondateur et CEO d'Envoice. Envoice, on est le business partner des marques dans le recrutement et l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, on aura l'occasion, effectivement, de détailler un petit peu la façon pour laquelle nous travaillons, et notamment nous avons le plaisir de collaborer avec Damar pour ces campagnes d'acquisition. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est d'évoquer un certain nombre de sujets sur ces prochaines minutes. On va évoquer le rôle des cookies tiers. On va effectivement parler de la fin programmée des cookies, puisque ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose effectivement qui s'installe dans le temps, mais maintenant nous avons une date. On va particulièrement se focaliser aujourd'hui et en ce moment sur les alternatives, justement, à la fin du cookie tiers, et on va y faire un panorama détaillé de l'ensemble en fait des solutions. Et puis enfin, on aura le plaisir d'avoir le témoignage de Mathieu, à la fois sur l'utilisation de sa data, mais aussi sur la façon dont Damar anticipe ce Big Bang, et on terminera avec une série de questions-réponses. Donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le chat que vous avez donc sur la barre de droite. On y répondra en fin d'atelier, mais du coup on aura le plaisir effectivement de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à les poster dès maintenant, et on les reprendra à la fin de l'atelier. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est d'évoquer justement le rôle du cookie tiers. Si aujourd'hui ce sujet est un sujet aussi chaud, c'est parce que le cookie a une place centrale sur le marketing digital global depuis la naissance en fait de l'internet, depuis une grosse vingtaine d'années maintenant. C'est grâce à ce cookie-là effectivement que l'ensemble du marketing digital, dans sa grande mesure, a pu en fait se façonner. Donc lorsque l'on parle en fait de suppression, forcément c'est un Big Bang. Qu'est-ce que derrière en fait le cookie tiers? C'est d'abord en fait une façon de pouvoir suivre des individus d'un site à un autre et d'avoir une analyse comportementale fine, donc de comprendre qui sont les gens et ce qu'ils font et quels sont leurs besoins. C'est la possibilité d'agréger justement des audiences. Plutôt que d'avoir une audience A sur un site, une audience B sur un autre site, on va pouvoir agréger en fait des volumes importants d'internautes sous forme de segments ou sous forme de groupes plus globalement.
Le cookie tiers va permettre également d'avoir un suivi efficace de la performance, donc à la fois après le clic, mais aussi après la vue, ce qu'on appelle le post-view. Et ça va permettre le cookie tiers, effectivement, d'avoir un suivi le plus complet possible des performances pour votre campagne. Et puis, on va, grâce au cookie tiers, pouvoir avoir une gestion fine du capping. Donc, c'est le nombre de répétitions de format par personne. Aujourd'hui, on peut parfaitement calibrer ce nombre pour avoir quelque chose en fait de respectable pour l'internaute. Et effectivement, ça sera un des challenges, on le verra tout à l'heure. Et le dernier objet du cookie tiers, c'est justement la possibilité de faire des ciblages très fins, voire du ciblage individuel, et en même temps faire de reciblage lorsque vous êtes passé en fait sur un site. Donc c'est grâce en fait à toutes ces approches-là, toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, que le cookie tiers est devenu le point central du marketing digital. Et on va voir comment se passer de ce cookie tiers maintenant dans quelques mois. Oui. Donc, la fin des cookies tiers, leur fin était déjà annoncée. Hein, on a vu en 2018, Safari a tout bloqué. Les navigateurs, enfin, ce navigateur a supprimé cette possibilité. Firefox en 2019 et naturellement, Chrome, on s'y attendait. On n'avait pas la date, comme tu l'as dit. Maintenant, on l'a. Donc en 2022, il y en a plus. Donc dans ce dispositif, il faut bien se dire que depuis quand même ou plutôt dès l'annonce de Safari sur la fin de la possibilité de dépôt de cookies sur son navigateur, les entreprises françaises et forcément d'autres ailleurs travaillaient déjà sur le concept de remplacement. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que l'ensemble de ces navigateurs, en fait, vont vers un marché régulé de la data. Et ça tombe bien, puisque là, on a, plusieurs travaux de la CNIL qui nous demandent de respecter différemment l'internaute et ses données. Donc, tout le monde va dans le même sens, c'est vrai. On est sur la CNIL sur un problème juridique. Donc là, on doit se soumettre à cette problématique. Donc en rappelant que le refus est égal à l'acceptation et que s'il n'y a pas d'acceptation, ça signifie pour nous tous qu'il n'y a pas d'identification ou de reconnaissance autorisée de l'internaute. Et ça, c'est un postulat qui ne changera pas. Et pour en revenir en fait à la fin des cookies tiers, l'ensemble des points que tu as cités qui effectivement révèlent les possibilités marketing pour l'annonceur d'acquérir de nouvelles données, sont un peu ébranlés. Tu parles de Big Bang, oui, mais le Big Bang, on s'y est tous néanmoins préparés, plus ou moins, et le drame est plutôt, entre guillemets, chez l'annonceur qui n'est pas encore préparé. Et là, grâce à la tech, il y a des solutions possibles, rapides ou un peu moins rapides, voilà, tout simplement. Tu voulais ajouter quelque chose, Alban, peut-être ? Non, c'est très bien. En gros, c'est ce que l'on voit. Hein, c'est la fin du cookie tiers a été annoncée pour l'année prochaine, donc par Google. Mais comme a pu l'indiquer Edmond, il y a eu un certain nombre en fait déjà d'actions qui ont été portées sur les différents navigateurs, que ce soit côté Apple ou Firefox. Donc effectivement, c'est un mouvement qui de toute façon est inéluctable et on y assiste maintenant avec, comme le dit justement Edmond, on a maintenant une date. Donc peut-être que ça, c'est un point qui est important, Edmond, c'est justement de rappeler les parts de marché et pourquoi, lorsque Google dit que le cookie va disparaître, il va réellement disparaître. Oui, on peut. Je pense que alors j'ai pas la possibilité, je pense, de passer les slides. Effectivement. Alors je le passe pour toi, j'ai l'impression. Parce que c'est bon pour vous, ouais, c'est parfait. Donc, là, on vous a partagé une slide à l'état des lieux à décembre 2020. Chrome représentait donc en décembre 57,73% des possibilités, enfin du marché, pardon, ce qui représente aussi les possibilités pour les annonceurs et les sociétés techno ou marketing de la publicité. Il y a encore 2 ans, Chrome était plus proche des 80%, laissant toujours autant de parts aux autres. Safari
En fait, on représente 21% du marché, comme on peut le voir. Chrome est l'acteur le plus gros et de loin. Hein. Cependant, il y a pas réellement d'inquiétude. Il y a juste, comment dire, des modifications de comportement d'utilisation de la techno ou encore des services de nos prestataires à modifier. Et c'est pas la pire des annonces. L'ensemble des entreprises s'est préparé à ce grand changement. Voilà, lorsque en fait on avait déjà 28 plus 8% qui avaient disparu, et là on a 57%, donc forcément effectivement c'est un impact important sur le marché, d'où le fait que on parle de suppression, d'annulation du cookie tiers. Donc maintenant l'objectif c'est justement de voir quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions à cette disparition. Donc vous allez le voir, hein, on va spoiler comme l'on dit, il n'y a pas une solution magique, il y a différentes solutions. Il y aura certainement différentes possibilités pour chacun d'entre vous. Il y aura certainement beaucoup de tests cette année. L'idée maintenant, c'est de pouvoir balayer justement l'ensemble des possibilités sur l'activation de la data. Donc, on va voir comment aujourd'hui on peut, sur la base en fait de différentes approches, de différentes technos et de différents mouvements, pouvoir tout de même activer en fait votre data pour maintenir vos investissements sur le digital et notamment en matière de publicité. On va commencer par le ciblage individuel et Gabriel va nous dire comment aujourd'hui, grâce au ciblage individuel, on peut effectivement activer votre data. Oui, tout à fait. Donc, rebonjour à tous. Ce qu'il faut retenir, c'est la fin des cookies tiers, c'est juste une énorme opportunité pour les publishers et leur data first party. Vous savez, on avait tendance un petit peu à l'oublier ces dernières années. On faisait tendance, principalement confiance à deux acteurs principaux. Mais bon, aujourd'hui, donc je pense que c'est une opportunité pour les publishers. Donc, ça va remettre un petit peu au devant de la scène des publishers qui étaient peut-être un peu mis sur le côté. La data, c'est moi ce que j'appelle un peu le catalyseur de l'identité digitale. C'est un élément clé pour réussir une stratégie de publicité efficace. Donc ça, c'est le fameux paradigme, aller cibler la bonne audience sur le bon canal au bon moment. Mais ça reste aujourd'hui le b.a.-ba de la publicité digitale, et c'est un petit peu là aussi la promesse de ce canal-là. La data, c'est un ensemble de signaux. Ce qu'on appelle un signal, c'est quand vous utilisez un moteur de recherche, que vous tapez un mot-clé, ça va générer un signal. Quand vous recevez un email, ça va générer un signal. Quand vous utilisez des applications, vous ouvrez l'application, c'est un signal, vous la fermez, c'est un autre signal, vous cliquez sur un certain bouton dans cette application, je pense que vous m'avez compris, c'est un ensemble de signaux. Ces signaux-là vont permettre vraiment d'avoir ce qu'on appelle chez nous de la data compréhensible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Quand quelqu'un achète un produit, il reçoit un ticket de confirmation de commande dans son mail. Et donc ça, c'est une information extrêmement importante. Donc je vais vous donner, si tu peux aller sur le slide suivant, un exemple très concret de ce qu'on peut faire avec de la data. Donc avec de la data first party, qui est achetable aujourd'hui, que ça soit en programmatique, donc c'est plus mon scope, mais qui est tout à fait aussi achetable via les canaux traditionnels. Donc j'ai pris l'exemple des digital moms, donc de ces mamans qui peut-être comme vous surfent beaucoup sur Internet. Il y a plusieurs moyens de les identifier. Nous, on les identifie notamment par le Yahoo Bing Network. Donc, quand quelqu'un va aller, je sais pas, moi, chercher peut-être la meilleure offre de couche ou la meilleure offre de programme, peut-être en cette période de troisième confinement, peut-être que il y a peut-être des programmes adaptés. Plus quelque chose à nous annoncer peut-être. Oui, sans doute pas avant ce week-end. Et donc avec la data search, ça va nous donner quand même beaucoup d'enseignements. La data mail, encore plus quelque part. Par exemple, si j'ai identifié peut-être 300 000, 400 000 personnes qui reçoivent une newsletter de la part d'Envie de Plus, donc ou de la part donc qui est Procter & Gamble ou de Pampers ou les laits Galia, ça nous donne beaucoup d'enseignements. Par ailleurs, ces données-là, on va pouvoir les mettre ensemble, donc les matcher avec des data donc, du coup plus comportementales, donc vraiment sur
sur l'ensemble des sites qu'on gère, savoir, tiens, cette personne qui reçoit ce genre de mail et qui cherche, pardonnez-moi, ce genre de choses, va voir ce type de contenu. Donc ça nous donne beaucoup, beaucoup d'indications. Et donc ça, c'est un exemple très concret de comment est-ce qu'on peut activer la data et de faire un profil que vous, en tant qu'annonceur, vous cherchez. On va passer au slide suivant où on va donner un exemple, notamment des différentes initiatives qui sont mis un petit peu là en exergue en ce moment. On parle beaucoup du SSO. Alors SSO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Single Sign-On. C'est en l'occurrence un login partagé, tout simplement. Un login partagé. Alors pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, la clé de la data, et tout le problème qui nous réunit entre guillemets ce matin, c'est l'identité. Avec ce que Google Chrome va faire, on risque de perdre une certaine identité on part de l'identité de notre audience. Donc qu'on soit côté publisher, mais également côté annonceur. Avec donc le geste via son initiative Pass Media, s'est très vite rendu compte de ça. Donc pour contrer un petit peu les gros écosystèmes, donc les GAFA pour pas les citer, qui sont des écosystèmes walled garden, donc logués, ils ont mis donc depuis quelques mois, donc en œuvre ce qu'on appelle le Pass Media. Donc ça permet en fait de partager. Imaginez-vous que là où avant, quand vous alliez sur 20 minutes ou que vous alliez sur Figaro, vous avez besoin d'un login différent pour chaque site. Là, Pass Media, la promesse, tout simplement, et si tu peux passer l'autre slide, c'est d'avoir un login partagé sur lequel, bien sûr, les différents éditeurs vont pouvoir partager, et c'est là tout leur challenge, de partager les datas qu'ils ont sur ces utilisateurs-là. Donc, la personne, juste avec le Pass Media, c'est bien loguer une fois avec donc du coup un email et un mot de passe. Et grâce à ça, ça permet de la reconnaître au fur et à mesure de son parcours utilisateur en fonction des cibles, des sites, en l'occurrence français, de Pass Media. Donc tout ça, c'est encore une fois, c'est pour bien reconnaître qui vient chez moi en tant que publisher pour pouvoir proposer des bons profils qui correspondent à vous en tant qu'annonceur. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, il y a une autre possibilité qui est l'ID universel. Voilà, exactement. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette slide, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre possibilité, en effet. Ce sont donc les ID universels. On appelle ça également shared ID, donc ID partagé. Donc là, on peut voir sur le slide qu'il y en a, il y a différentes initiatives. Et je pense que c'est depuis 1 an et demi, on voit beaucoup de sociétés qui se créent autour de ça, qui se spécialisent. Donc, c'est un réel sujet. Donc, ce slide, en fait, traduit bien ce qu'a dit Alban au début de ce meeting, c'est qu'il n'y aura pas qu'une solution. Il y aura différentes solutions et à nous, acteurs de la tech, de se rendre interopérables entre ces différentes solutions. Parce qu'une solution unique ne va pas gagner. Juste un dernier petit commentaire sur ce slide. Si on va sur la 5e barre, il y a marqué DigiTrust. Donc DigiTrust, c'était un projet de l'IAB qui a été mis de côté avec notamment où il y a une belle initiative qui s'appelle RIARC, qui en fait notamment, d'ailleurs il y a plusieurs partenaires de l'IAB qui sont ici présents sur ce slide, qui font partie de RIARC. RIARC étant juste donc c'est l'idée de re-architecture quelque part. Donc l'idée était tout simplement de restandardiser et d'avoir un standard dans les prochains mois de manière à ce que le marché ne s'éparpille pas complètement.
On va passer au slide suivant. On va parler notamment de la troisième possibilité, enfin l'une des possibilités, qui est le ciblage contextuel. Donc là, j'ai mis un exemple que j'ai pris hier soir, vraiment simple et basique sur vraiment voilà. Je suis, disons, fan de jogging ou de running, pour sa fille en l'occurrence. Et là, ce qu'on voit tout simplement, on a une publicité contextuelle, donc à savoir l'un des premiers sites qui vend des chaussures de running en France, Iron. Donc on l'a en bandeau sur le dessus et en pavé sur la droite. Donc, voilà, c'est vraiment le ciblage contextuel qu'on appelle à l'ancienne. Et certains prévoient un retour de ce ciblage contextuel que j'appelle moi à l'ancienne parce que c'est vraiment ce qu'on faisait peut-être en digital j'ai pas envie de dire il y a 15 ans, mais presque, quoi. C'est même tout à fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, faut pas oublier qu'on a habitué le marché à faire de l'audience buying, à vraiment aller chercher plutôt une audience qui est derrière ce site, plutôt que ce site en lui-même, ce qu'on appelait media buying. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment à souligner. Effectivement, ça sera un retour. Et peut-être que l'évolution d'ailleurs du contextuel, ça sera justement le sémantique. Alors exactement. Qui permet en fait de faire des choses on va dire en 3D, là où le contextuel pourrait être une sorte de 1D. Le sémantique effectivement permet d'avoir une analyse plus fine à travers en fait des algorithmes du contexte. Comme Gabriel vient de le dire, je suis un runner, je vais sur des sites de running et d'un seul coup un annonceur qui vend des chaussures va me vendre en fait ces chaussures à travers une publicité. Effectivement, on va dire que c'est du 1.0. Quand le sémantique va plutôt en fait analyser à travers en fait des algorithmes le contexte même de la page. Est-ce que c'est effectivement une page qui parle des chaussures? Est-ce que c'est une page qui parle du marché, du running? Est-ce que ça parle de matériel spécifiquement? Est-ce que ça parle d'écologie liée au running? Il y a énormément en fait de variations possibles autour justement du mot-clé running si on prend la passion de Gabriel. L'idée à travers le ciblage sémantique, c'est de passer justement à cet effet 3D, d'avoir des algorithmes qui vont analyser justement l'ensemble en fait des mots-clés, l'ensemble des chaînes de mots-clés pour essayer en fait d'établir un contexte et pouvoir proposer le meilleur contexte possible en fait à une marque. L'intérêt de cette approche-là, c'est qu'effectivement, elle est sans aucun cookie, puisqu'en fait, elle est contexte based. Donc forcément, par rapport à toutes les problématiques liées à la privacy, on est complètement dans la bonne approche. Et donc, c'est effectivement une façon pour les annonceurs de maîtriser totalement l'environnement, le contexte dans lequel ils peuvent se trouver. Par contre, effectivement, la difficulté de cette approche-là, c'est que comme c'est une approche contextuelle, c'est pas une approche liée justement à la personne ou à l'intention de la personne, on va généralement en fait avoir des performances qui sont moins bonnes que sur des approches en fait qui sont vraiment user-centriques. Et puis derrière, en fait, le tracking va être plus compliqué parce qu'effectivement, suivre une personne et suivre les performances dans un contexte, on aura moins de granularité au niveau de la performance. Donc, en tout cas, c'est sûr que ça, c'est une voie qui semble importante. On a énormément en fait d'acteurs qui vont se positionner sur cette approche-là, mais effectivement, ça reste une approche qui est plutôt certainement basée pour des campagnes en fait de branding. Alors, on a vu la partie ciblage individuel, on a vu la partie contextuelle sémantique. La troisième grande tendance, c'est les flocs. Donc, c'est ce que l'on appelle en fait les cohortes. C'est donc un nouveau mot qu'il va falloir appréhender puisqu'on va en entendre beaucoup parler cette année. C'est la possibilité par Google de créer justement non plus des individus, mais de créer des groupes d'individus. Donc, pour contourner justement ce problème de privacy et de gestion des données personnelles, Google propose en fait une solution d'agréger quelques milliers de personnes dans des groupes qui ont une navigation, qui ont un comportement cohérent. Donc comme ça, il n'y aura plus du tout de possibilité en fait de savoir qui sont les gens, de cibler une personne en particulier, mais on serait dans une approche en fait donc de groupe. Donc on passerait du one-to-one au one-to-few. Donc la possibilité de gérer quelques milliers de personnes justement pour une campagne, et tout ça géré à travers les données qui seraient centralisées dans une sorte de petit coffre-fort au niveau du navigateur qu'on appelle la sandbox. Donc les données seraient partagées avec parcimonie. Donc
personne ne pourrait récupérer effectivement les données en fait d'un individu. Par contre, l'idée c'est de pouvoir apprendre sur ces groupes, qui sont ces groupes, qu'est-ce qu'ils sont, quel est leur intérêt, qu'est-ce que je dois leur proposer. Donc cette approche-là va demander énormément en fait de techno, va demander du machine learning pour pouvoir apprendre justement sur ce qui intéresse ces groupes, puisque Google ne vous dira pas ce groupe-là c'est un groupe de gens passionnés par le running, c'est un groupe de gens passionnés par le jardinage. Ça sera effectivement à chacun de pouvoir appréhender justement l'efficacité de ce groupe. Donc l'intérêt, c'est vraiment cette partie-là. On enlève toute la partie privacy. On a l'assurance de cibler des vrais internautes et pas des bots. Par contre, le challenge, effectivement, c'est qu'on devra passer une nouvelle fois par Google. Il y a encore énormément d'interrogations sur la performance de ces flocks et la possibilité de suivre la performance à travers le post-click, le post-view, et on ne pourra plus effectivement gérer le capping, donc la fameuse répétition, puisque en fait, comme des gens sont dans des groupes, vous ne saurez plus si cette personne-là est exposée 4 fois ou 10 fois. Donc il y a encore énormément en fait de zones floues. Par contre, effectivement, ça s'accélère réellement. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran en fait d'articles qui sont tombés hier, où Google justement, là, si vous regardez, annonce une efficacité de l'ordre de 95% similaire à une approche qui baisse. Bon, après, effectivement, c'est Google, donc on ne sait pas exactement comment ça a été proposé, mais c'est sûr qu'en tout cas, cette voie-là, c'est une voie importante qui est clairement encore en construction et qu'il faudra suivre effectivement dans les prochains mois. Et on a effectivement la dernière possibilité, c'est la partie reciblage, retargeting, et Edmond va nous en dire plus. Merci. Oui, alors on a parlé, grâce à vous, messieurs, du one-to-many, du one-to-few, et dans le retargeting, on parle du one-to-one. Hier, c'était possible, demain, ça l'est encore. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Nous, on change rien. Le retargeting va reprendre enfin ses lettres de noblesse, plus spécifiquement. Donc, Google propose dans sa sandbox du display natif et vidéo, effectivement. Et il est toujours proposé, lui, à partir d'un groupe d'individus. Il veut vendre les données conciliées à de l'AdWords. Donc, effectivement, ayant des intérêts communs, il va falloir choisir ses mots-clés une fois de plus. Donc, c'est la façon de faire de Google. Elle est bonne, elle est effectivement à surveiller. On a vu hier soir 95% de reconstitution, en tout cas, du schéma par rapport au cookie surd. Eh bien, sur les autres canaux, comme l'email et SMS sur lesquels Squadata est expert, eh bien, nous, on reconstitue effectivement déjà du Safari depuis que le cookie surd n'est plus sur Safari à 85%, en utilisant d'autres technos. On agrège différentes technos pour arriver au quasiment même résultat. Donc là, Google demande à la communauté AdTech de proposer des alternatives. C'est ce qui est fait sur différents GitHub proposés par Google. Donc c'est à suivre de près. Mais moi, alors hier soir, avant l'annonce, le dernier post que j'avais sur le retargeting en fait de Google, c'était celui-ci, c'est qu'ils ne pouvaient pas proposer encore du retargeting. Alors en sachant qu'aujourd'hui c'est du sandbox, ça veut dire que c'est des tests, c'est des mises en œuvre, mais il y a pas de mise en œuvre réelle consommable immédiatement par les annonceurs sur cette partie. Encore une fois, la partie sandbox de toute façon sera fonctionnelle à partir de la suppression de cookies tiers, donc ça ne sera pas avant mars 2022. Par contre, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un certain nombre en fait de tests, de bêta-tests avec un certain nombre de partenaires. Et donc typiquement sur le retargeting, voilà, Criteo est assez bien avancé sur cette partie-là. Et aujourd'hui, en fait, ce que propose clairement Google, c'est la possibilité pour des acteurs de la tech de tester en fait les flocks sur du retargeting, sur du ciblage, et donc c'est ça qui va se mettre en place sur l'année 2021. De toute façon, cette partie sandbox ne sera opérationnelle que l'année prochaine, à partir du moment effectivement où la modification de Chrome/Chromium sera effective. Merci Edmond. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler peut-être aussi rapidement de la façon dont vous le faites, du coup, Edmond, et puis ensuite on... Plaisir, parce que dans le retargeting, faut considérer le canal, le display, par exemple, qu'utilise Criteo.
C'est pas du tout la même chose, la même technologie et même le même objectif que le retargeting par email ou SMS, dans le sens où le retargeting display va pouvoir s'ouvrir à beaucoup de monde. Le retargeting par mail ou SMS, c'est du one-to-one véritablement. Donc j'ai fait de l'acquisition. Je peux convertir avec du retargeting. Dans le display, c'est un petit peu différent. On a effectivement des problèmes de capping par rapport au one-to-one. Dans le retargeting par email et SMS, on n'a aucun problème de capping. Ça, c'est géré, c'est personnalisé. L'annonceur, en fait, explique sa campagne et ses objectifs, et on est capable, en fait, de tout capper, entre guillemets, de mesurer et personnaliser. Voilà, chacun des items. Donc là, on vous a mis un petit dessin, schéma, qui vous représente en fait la part réelle du retargeting. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Cependant, être capable de retargeter ses visiteurs non logués ou inconnus de sa base, c'est toujours intéressant puisqu'on a quand même fait des efforts pour les acquérir, les retargeter. On le sait, Google d'ailleurs nous le dit, 90% du temps d'un internaute, c'est de l'information avant achat. Donc c'est ce qui signifie quand même qu'il faut faire revenir régulièrement, et on le sait tous évidemment, et c'est pour ça qu'on fait de la publicité, son internaute sur son site pour avoir plus de chances de convertir et donc de vendre. Donc Squadata a un parc de 57 millions de opt-in partners. On travaille avec des éditeurs sur 4 pays, et particulièrement la France, bien entendu. On reconnaît donc un internaute sur 3, et malgré la disparition des cookies third, ou en tout cas de cette possibilité via les navigateurs, Squadata, depuis plus de 4 ans, est déjà prêt et utilise déjà pour partie sa technologie. Donc, on n'est pas impacté. Il y a d'autres acteurs de la tech qui ne sont pas non plus du tout impactés. Je suis pas capable de vous les citer très franchement, mais il en existe forcément. On a pour ça, dans notre R&D auprès de Squadata, inventorié 14 technologies différentes. On les a testées et c'est l'agrégation de plusieurs d'entre elles qui nous permettent en fait de si fabuleux résultats. Voilà. Merci. Donc là, on va peut-être maintenant donner la parole à Mathieu. L'idée, c'est justement de profiter en fait de ta présence, Mathieu, pour évoquer en fait les sujets de la data. Comment aujourd'hui un annonceur comme Damar travaille sa donnée? Quelles sont les initiatives qui ont été lancées, internes, externes? Est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu l'écosystème data chez Damar, s'il te plaît? Tout d'abord, en fait, Damar, c'est un écosystème donc qui provient principalement de trois sources de revenus. Donc, historiquement, la VPC avec les catalogues, les magasins, on a 95 magasins, et puis le site web. Donc, la VPC est encore très importante, d'affaires, mais aujourd'hui on veut vraiment développer le web, et donc c'est important pour nous d'avoir en fait toute l'information, toute cette donnée, donc un projet de données centralisé pour vraiment suivre les différents comportements en fait de nos clients pour pouvoir bien les cibler, avoir de bonnes actions marketing, suivre leur comportement d'achat, etc. Donc au niveau de notre base, on est assez expert parce qu'on a un pôle data qui peut bien nous aider avec une segmentation poussée, surtout sur la VPC, nos emailing dans notre base, et par contre sur l'acquisition, là, on fait des petites choses, un segment client prospect, mais en fait là on a besoin en fait justement de l'appui des partenaires pour justement nous aider sur cette partie-là. Donc parce que c'est eux qui ont de la donnée, de la data, etc. Donc par exemple là le partenariat qu'on a eu avec Envoice, donc c'est en fait on a mis en fait des tags en fait sur notre site, et Envoice analyse en fait le comportement de chacun des visiteurs
sur notre site et va en fait aller chercher des profils intéressants à l'extérieur. Et en fait, ce sont en fait les algorithmes de Downvoice qui vont créer en fait des scores pour ensuite pouvoir aller faire des campagnes d'acquisition, du display, du natif et même de la vidéo. Donc voilà un peu comment ça se passe chez nous actuellement. Donc il y a une partie interne, c'est ça, d'analyse et une partie en fait partenaire externe. Voilà, donc interne parce qu'on a un pôle data intelligence chez nous et donc avec un gros projet donc de centralisation de cette donnée pour pouvoir bien calibrer nos besoins. Donc on est vraiment un projet qui va sortir sur 2021 mais dont on travaille depuis un moment. Ah, donc c'est les fondations techniques et puis après les premiers use cases qui vont arriver et puis l'appui de différents partenaires. Donc Keyad, notre agence pour le SEA. Ensuite, pour le retargeting, on travaille avec Criteo, RemailMe. On a également de l'email CPC avec AdvertiseMe, l'affiliation TimeOne et puis après tout ce qui est Facebook Ads. Donc on travaille aussi avec une agence qui s'appelle Mojo et donc tout cet écosystème en fait on souhaite qu'il soit là pour nous aider à tout bien faire entre guillemets. Il y a une combinaison des deux approches. Et justement, avec la disparition du cookie tiers, est-ce que la donnée first party, c'était le sujet du premier atelier, est-ce que c'est quelque chose d'important? Tu parles justement d'un projet de réunification de la donnée. Oui, en fait, c'est important parce que justement, le fait de centraliser en fait toute cette donnée, on pourra encore mieux optimiser nos actions marketing. Donc, avec ce projet de centralisation, ça permettra en fait de faire tomber en fait la data de la navigation de notre site, avoir des fiches clients 360 pour que notre relation client ait toute l'information globale sur nos clients, l'adaptation des différents temps de contact, que ce soit print, email, et puis avoir aussi être de plus en plus omnicanal et avoir une approche programme de feed omnicanal, etc. Mais à côté de ça, en fait, sur notre site, on a beaucoup de visites, hein, on se développe pas mal, et en moyenne, on a un peu plus d'un million trois de visites par mois. C'est une moyenne avec des mois plus ou moins importants et ça représente à peu près la moitié d'utilisateurs visiteurs uniques. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'appui en fait de partenaires qui sont performants, qui vont pouvoir nous accompagner en fait au niveau de cette acquisition. Ouais, pour donner un exemple et rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, effectivement, lorsque on fait une campagne d'acquisition ensemble, on a touché à peu près 10 millions de personnes. Donc effectivement, si on était uniquement sur la cookie first party, on serait sur ce million de personnes. Et grâce justement à l'extension, on arrive en fait à cibler 10 millions de personnes sur une période à peu près de 6 mois. Donc effectivement, ce que tu nous dis, c'est que tu vas améliorer, optimiser en fait la data first party et en même temps pouvoir t'associer aussi à des tiers qui vont te permettre en fait d'étendre ta capacité de ciblage. Oui, c'est vraiment un mix des deux en fait. On a besoin des deux. Voilà. Très bien. Et globalement, quels sont les enjeux en dehors de celui-ci sur 2021 pour Damar? Pour Damar, on a bien évidemment l'enjeu avec tout ce qui s'est passé, en fait le COVID, la Covid, donc avec la fermeture des magasins, donc pas mal de choses ont fait que le web est devenu encore plus important qu'avant. Donc on a eu une très forte accélération puisque pour notre dernière saison, donc la saison automne-hiver, donc de juillet à décembre, on a connu donc une croissance entre 45 et 55%. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, on continue sur notre lancée. On a aussi également un bon niveau depuis ce début de mois. Donc c'est vraiment poursuivre le web et grâce à poursuivre la croissance du web, c'est aussi continuer à aller recruter en fait des nouveaux clients, les fidéliser et faire en sorte qu'ils aient une bonne lifetime value, être
comme je le disais un peu avant, c'est être encore plus omnicanal. C'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment un parcours sans faille, que ce soit sur la VPC avec nos catalogues mailing, notre centre de contact avec plus de 100 conseillères qui sont à l'écoute, les magasins, les 95 magasins et le web qui prend de plus en plus de place. Et le web aussi, un gros projet qui arrive. Donc, comme je vous disais, la centralisation de cette donnée, mais aussi l'arrivée en fait de notre nouveau site web qui va arriver donc au premier semestre, qui sera là sous Magento 2, responsive, pour vraiment encore plus se développer et puis répondre aux attentes de nos clients. Et bien sûr, aider à la conversion. Beaucoup de projets en tout cas sur cette année 2021. Merci Mathieu de cette transparence sur ce que vous faites. Donc ce que l'on peut en tirer, c'est ce qu'on entend, c'est qu'il n'y aura pas une solution mais des solutions. Et c'est Edmond, c'est un petit peu ce qu'on pourrait tirer justement comme conclusion de notre. On l'entend au travers de ce témoignage. Faut utiliser au maximum partie de ces données first party. Franchement, c'est la première étape et recommandation. Gabriel nous en a parlé également. Et très bien, même créer de nouveaux parcours d'inscription. C'est l'exemple aussi qu'il a donné auprès des éditeurs, mais en fait, il est valable pour tous. Suivre les propositions liées à Google et aux ID universels. En sachant que pour l'ID universel, on parlera aussi d'ID pivot, puisqu'on voit bien que ce n'est pas totalement déterminé. Il y a quand même pléthore de propositions. Et l'annonceur, lui, comment fait-il? Donc ça, c'est une vraie question qu'a soulevée aussi Gabriel. Donc ne pas dépendre que d'une seule solution. Oui, il faut veiller, il faut faire de la veille constamment à présent, c'est imparable. Et challenger ses prestataires. Sont-ils prêts? Est-ce que, alors dans notre exemple en retargeting par email, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde peut répondre à cette question avec ou sans cookies? Où il y a bien sûr d'autres services comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, le prochain webinaire, et ça nous permet de conclure, c'est mesurer son ROI autrement. Comment on traque aussi toutes ces données de performance, parce qu'il y en a des performances et heureusement. Donc ça, c'est dans le prochain webinaire à 11h que je vous invite en fait à rejoindre après que nous ayons répondu à vos questions. Voilà, exactement. Merci Edmond de cette conclusion détaillée. Alors, avant de faire la session de questions-réponses, donc tous ces ateliers en fait sont organisés dans le cadre de la fabrication, de l'élaboration d'un livre blanc autour de ce sujet en fait de la disparition du cookie. Donc, vous recevrez le livre blanc dans la foulée en fait du webinaire et vous aurez effectivement tous ces sujets qui ont pu être abordés. Donc, il est 10h42, il nous reste une bonne dizaine de minutes avant de vous convier en fait au troisième atelier donc sur la gestion de la performance dans ces cadres, encore une fois, de la suppression du cookie. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder ce que l'on a en fait dans le chat. Je vois déjà 2 questions. Il y a une question sur, je pense que c'est Christophe Lauer, à mon avis, de l'agence 55, qui nous pose comme question quelle interopérabilité entre les ID synchronisés. La question, effectivement, c'est un petit peu ce que soulignait tout à l'heure Gabriel. Il y a une idée d'ID universel et on voit en fait qu'il n'y a pas une solution, mais même sur l'ID universel, il y a déjà une dizaine en fait de solutions. Et si on combine ça avec les SSO, on se retrouve effectivement à avoir une multitude de possibilités. Est-ce que tu penses, peut-être Gabriel, je ne sais pas si tu as un avis sur quelles sont les possibilités justement d'interop entre ces différentes initiatives? Alors, déjà, les SSO vont parler avec les shared ID ou les ID sync. D'un point de vue très pragmatique, en tout cas d'un point de vue DSP, donc le DSP est un outil qui permet d'acheter du média en temps réel. En tout cas, nous, la réponse n'est pas une réponse officielle Verizon, mais ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte de lire tous ces ID. On va pas lire que un ID unique, sachant que pour la petite histoire, nous on a déjà notre propre ID, mais qui est live aujourd'hui aux US et en APAC, mais pas encore en Europe.
Donc, et on va pas du tout se priver de partenaires. C'est comme aujourd'hui sur le cookie sync, en fait, tout le monde, entre guillemets, parle avec tout le monde, et ça va pas s'arrêter. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense et c'est notre approche. On ne veut pas recréer un wall garden comme ça a pu déjà être fait dans le passé. Non, je pense que c'est la bonne approche parce qu'effectivement, on voit que Google est très fort avec son walled garden, Facebook est très fort avec son walled garden, Amazon, etc., etc. Et en fait, la difficulté de l'open web, tout le reste du web en dehors des GAFA, c'est qu'effectivement, chacun avait son propre système, sa propre donnée, etc. Et donc, du coup, tout était morcelé. Donc, effectivement, lorsqu'on est annonceur, forcément, c'est plus simple de mettre 30, 40, 50% de son budget sur 2 ou 3 partenaires que de le mettre sur 10 000 partenaires. Et on peut espérer effectivement, je te rejoins complètement Gabriel, qu'avec en fait ce type de Bing Bang, on puisse assister non pas en fait à l'éclosion de micro jardins, mais effectivement avoir un parc où en gros tout le monde se parle pour pouvoir avoir des offres justement puissantes et en même temps ultra compétitives par rapport en fait au GAFA. Et donc effectivement le fait de pouvoir avoir des interactions, des interops entre les différentes initiatives, dans tous les cas ça serait un enjeu clé parce que si on n'arrive pas à faire ça effectivement, dans tous les cas ça serait raté en fait ce coche de réinventer en fait le marketing digital interop et pas simplement en fait sur des micro jardins. Tout à fait. On avait une deuxième question. À partir de quand aura-t-on plus de visibilité sur les différentes approches? Que peut-on tester dès maintenant? Du coup, c'est ce qu'évoquait en fait Edmond. Il y a des choses qui sont prêtes, il y a des choses qui ne sont pas prêtes. Je pense qu'effectivement, Edmond, tu l'as bien souligné de votre côté. Vous êtes prêts. Ouais. Effectivement, peut-être que c'est pas le cas partout, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être cookie first, tout ce qui va être cookie individuel, tout ce qui va être sémantique, tout ce qui va être contextuel, etc., tout ça, ce sont des technos qui sont déjà disponibles. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir la suppression du cookie pour pouvoir les tester. Par contre, là où il va y avoir en fait une période plus d'attente, c'est vraiment sur cette partie floc, puisqu'encore une fois, il y a un certain nombre en fait d'initiatives. Ça bouge maintenant de toutes les semaines, ça s'accélère vraiment sur les flocs, mais toute cette partie-là, effectivement, c'est in progress. Donc là, il va y avoir des bêta-tests avec quelques partenaires et Google, mais ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui va plutôt arriver en début d'année 2022. Par contre, sur tout le reste, voilà, je parle sous le contrôle de Gabriel et d'Edmond, mais aujourd'hui, n'importe qui peut tester les technologies qui sont évoquées qui ont été évoquées au cours de cet atelier. Oui, il faut juste s'assurer quand même de la technologie utilisée. Est-ce qu'elle repose ou pas sur le cookie tiers? Et comment? Et après, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui vont se différencier et se diversifier en proposant notamment peut-être en marchant sur tes plateformes, Alban, à savoir aller faire des offres sémantiques, des offres basées sur les keywords. Et, bien sûr, au niveau régie, je pense que il y a des grosses régies qui vont se lancer là-dedans dès à présent. Alors peut-être en s'appuyant sur des prestataires déjà existants, mais ce serait pas. C'est sûr qu'on va avoir ce genre d'offres qui va arriver très vite sur le marché. Ouais, non, je confirme. Hein, on avait un annonceur avec qui on discutait en fait la semaine dernière qui nous disait qu'il était contacté quasiment tous les jours sur des offres type sémantique, parce qu'effectivement c'est ce qui paraît en fait le plus simple. Nous chez Envoice, on sera plutôt, pour être complètement transparent avec vous, en fait nous on fait du ciblage individuel aujourd'hui, cookie based. Donc l'idée c'est de trouver des personnes en fait intéressées, par exemple pour Damar ou pour d'autres annonceurs, individu par individu. Donc nous on n'est pas du tout en fait sur cette partie-là. Et ce que l'on étudie clairement c'est la partie floc. Comment justement conserver ce ciblage one to few, donc un ciblage quand même assez fin. Et donc la technologie de machine learning que l'on a en fait chez Envoice, on va la mettre à disposition non plus de la compréhension d'un comportement individuel, mais de la compréhension en fait d'un groupe, d'un comportement de groupe. Et effectivement, le marché va être scindé en deux. Et je te rejoins, Gabriel. Je pense qu'il y aura beaucoup d'acteurs en fait sur la partie contextuelle, la partie sémantique. Et la partie, on va dire, ciblage de groupe, voilà, est plus complexe parce que ça demande vraiment de la techno lourde. Et effectivement, je pense qu'à priori, en tout cas, il y a moins d'acteurs sur cette partie-là. Voilà. Et nous, en tout cas, chez Damar, en fait, on a hâte de pouvoir en fait tester cette technique des flocks parce que c'est vrai que c'est important là dès maintenant de faire un peu du test and learn et donc dès qu'on pourra le faire, je pense qu'on le fera parce que
2022, c'est très proche, donc voilà. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Comment vous voyez côté d'Amar, est-ce qu'il y a déjà des tests qui sont prévus? Cette logique de test and learn, ça vous parle? C'est ça un petit peu ce qui sera le fil conducteur de 2021? C'est vrai qu'on a vraiment cette volonté en fait de faire du test and learn. C'est un gros sujet hein, aujourd'hui et je pense que nous on n'a pas la solution. On attend vraiment que des partenaires nous proposent des solutions. Donc on l'a vu donc là avec les Flux pour Envoice. On sait que Criteo est en train de travailler sur des choses et puis on échange aussi avec notre DPO hein, sur ce point-là. Mais c'est vrai que c'est encore c'est un gros bing bang et c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, quand il faut commencer, ou est-ce qu'il faut encore attendre. Surtout que là, nous, on est vraiment dans une mouvance en fait de vraiment croissance, hein, comme je l'ai dit. Alors, est-ce qu'il faut le tester dès maintenant ou attendre un peu? Voilà, on attend aussi ça des réponses de nos partenaires et des propositions, etc. Ouais, encore, on le voit, encore beaucoup de questions. En gros, il y a une question sur les flux qui évitent les bots. En fait, je réponds rapidement sur cette partie-là parce qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, Google va s'assurer que le comportement donc d'une personne qui sera mise en fait dans un floc ne sera pas le comportement en fait d'un bot. Aujourd'hui, c'est assez facile en fait d'identifier le comportement d'un bot versus le comportement d'un humain. Nous, on fait tous les jours. Donc ça, c'est pas vraiment en fait un souci. C'est justement en fait cette éradication des bots. Et ça, c'est en fait c'est du machine learning. Vous regardez, vous analysez et vous voyez en fait assez rapidement la différence entre un comportement en fait de bot et un comportement humain. Donc ça, c'est allié en fait à la techno. D'autres questions. Il y a peut-être pour vous, Edmond et Gabriel, est-ce qu'il y a besoin d'un PIM pour centraliser les données produits? Alors, il va falloir définir ce que c'est qu'un PIM, parce que moi, c'est un terme que je connais pas. Alors, le PIM, en fait, c'est un numéro unique lié en fait à un produit. Donc, est-ce que du coup, pour faire par exemple du retargeting aujourd'hui, tu as besoin en fait, d'une techno type PIM donc en gros, voilà, des numéros uniques. Est-ce que c'est qu'un PIM pour avoir travaillé pour un gestionnaire de flux et avoir favorisé un partenariat entre un acteur Akeneo connu et un gestionnaire de flux? Cependant, sur le retargeting, en fait, reciblage par email ou autre, c'est pas à cela qu'on va s'intéresser. On travaille les flux, mais c'est encore très simplifié dans les kits mail dynamiques. Donc, on prend les flux des gestionnaires de flux ou les flux XML qu'on nous donne. Moi, en tout cas, c'est des pratiques que je recommande. Je trouve que tout comme l'ID universel, ça sera forcément une des énormes tendances, hein, comme l'a souligné Gabriel. C'est pas mature encore. Les plus gros ou le plus gros l'arrachera, tout comme les SKU en son temps. Oui, ça c'est le monde vers lequel on tend. Mais est-ce que c'est indispensable actuellement? Pas du tout. C'est pas le premier sujet, à mon sens. Vous travaillez peut-être, monsieur, avec des PIM pour vos produits actuellement? Ouais, c'est Nathalie qui posait cette question sur les PIM. Tu parles à Mathieu, du coup? Oui, pardon, Mathieu, pardon. Non, en fait, nous, c'est vrai qu'on a, nous, en termes de flux produit, on a un flux produit, on a un référent unique, c'est le SKU, mais c'est vrai que après, on va, enfin. C'est un peu technique hein, sur cette partie-là pour moi, mais c'est plus directement les flux en fait qui vont matcher avec les différentes solutions et bien évidemment on a des PIM, des choses comme ça, mais là ça sera plus la partie technique chez nous et data qui pourrait plus en parler que moi sur ce point-là. En tout cas, je rebondis. Aujourd'hui, en fait, on fait de la DCO avec Damar. Donc, on crée des bannières en fait, personnalisées pour chacun des individus qu'on peut toucher. Et en fait, on s'appuie simplement sur un flux sans avoir besoin de PIM spécifiquement. Mais ça fera partie de l'avenir, effectivement.
mais on en est un peu loin. Là, on est plus, quand on parle de third party ou first party, sur des données en fait qui ont attrait à l'individu et pas à un produit dans le contexte. Et on lit pas encore les deux. Probablement Google va-t-il avant tout le monde et plus vite avec les moyens qu'ils ont parvenir à réunir les deux. Mais pour l'instant, le sujet est pas, c'est vrai, extrêmement d'actualité. Si on avait compris la question. Et du coup, ça enchaîne sur l'avenir des DMP. Oui, certainement. C'est peut-être un sujet que vous avez abordé sur le premier atelier. L'avenir des DMP, il a au contraire un grand champ et on poursuit l'évangélisation. On était avec MAP et Mediarhythmics et Squadata, 3 représentants en fait de DMP. Il en existe d'autres. Et on voit bien en fait aujourd'hui, il y a ceux qui travaillent avec le use case du client qui s'adapte immédiatement. Il y a des délais oui non. Est-ce qu'on accompagne une entreprise évidemment par rapport à son besoin sur du long terme? Est-ce qu'on la rend autonome plus vite par rapport au use case dont elle a besoin? Et du coup, ça donne des délais et des tarifications complètement différentes. Donc, dans le tunnel, on a Squadata en première approche, MAP et Mediarhythmics. Voilà, en termes de budget, ça peut donner ça. Et le cookie tiers occupe une place importante, oui, parce que un cookie tiers, c'est le cookie first d'un autre. Donc, au travers de partenariats, en fait, un cookie third est un cookie first chez un autre. Donc, en fait, tout ça est dans la réconciliation en fait des données, tout simplement, ou des technologies utilisées pour reconnaître l'internaute. Donc oui, Squadata s'appuie par exemple sur sa DMP, ce qui lui permet de rétablir et de toujours avoir la même qualité de service avec ou sans cookie third. Merci Edmond. Je regarde l'heure, il est 10h56. On va peut-être terminer cet atelier-là, puisque vous avez votre 3e atelier sur la gestion justement de la performance, qui est un enjeu bien évidemment clé. Voilà, le temps pour vous de faire une petite pause. Et puis, on vous retrouve avec plaisir donc à 11h. Merci Edmond, merci Gabriel, merci Mathieu pour ces témoignages. Et puis donc, à très vite pour tout le monde. Bonne journée, merci, à tout à l'heure, 11h. Au revoir. Merci à tous.